Salutations, voyageurs et voyageuses. Aujourd'hui, je souhaite vous raconter ce que j'ai pu observer lors de mon dernier pèlerinage. Mes pas m'ont amené dans un monde inhabituel à mes yeux, où j'y ai pourtant croisé de nombreux visages familiers. Aujourd'hui, je veux vous parler du système de Sotera. Commençons par un brin d'histoire. D'après les archives dont j'ai eu accès, Sotera existe depuis des milliards d'années. Et elle n'a pas toujours été un supervide, comme ils la nomment présentement. Elle a été autrefois une étoile pleine de vie, comme peut l'être le Soleil pour le système solaire. Mais un puissant et immense nuage d'éther interstellaire la brisa, et elle commença à s'effondrer, diffusant par sa couronne des feux de radiation à des millions de kilomètres à la ronde. Elle était en train de devenir une supernova. Ce n'est qu'il y a quelques siècles que les caves ont développé une technologie capable de prévoir l'effondrement de Sotera sur un plan temporel. Les caves sont une des seules espèces natives du système, mais j'y reviendrai plus tard. Les résultats qu'ils ont obtenus n'étaient pas engageants. Ils décidèrent d'entamer une migration pour chercher un nouveau monde. Et c'est cette activité spatiale qui a attiré Pinacle. Ils y ont construit l'infinie ligne directrice, une colonne de l'éternité qui a permis d'ouvrir Sotera au reste de l'espace connu, nommé par ici les portes des éternités. Ce qui est pertinent sans qu'ils ne le sachent vraiment, car nous nous trouvons bien juste à l'extérieur des éternités aveugles. Par le biais de cette colonne, les fervents monoïstes du monastéria, à la recherche de leur prophète, envoyèrent une perle d'induction de singularité, appelée Sekar, dans Sotera. Cela inversa totalement le champ magnétique de l'étoile et la transforma en supervide, avalant tout ce qui se rapproche trop près, mais permit de ralentir la fin annoncée de Sotera. Et c'est grâce à son collier photon l'entourant comme un anneau qu'elle peut continuer à alimenter et préserver la vie sur les planètes les plus proches. En parlant d'anneau, je me dois d'évoquer la forme de ce plan si particulier. Pinacle, qui est une alliance universelle multi-espèces, a créé une sorte de charte appelée l'accord commun, dans lequel figurent quelques informations clés à la compréhension de cet univers. Et notamment sa forme, qui est décrétée comme étant annulaire. Les portes des éternités seraient donc cet anneau. L'arc intérieur, bien que le mot ne soit pas aussi parlant que l'image à cause de la dimension spatiale, a été nommé le mur du chaos. Au-delà de ce mur, une lumière changeante, bleutée, qui brouille les observations. Ce qui traverse ce mur, la matière, l'espace et même le temps, voit ces particules se fragmenter et se recombiner. Sans la possibilité d'observer plus loin, il est difficile pour les membres de Pinacle d'en conclure quoi que ce soit. Mais laissez-moi vous éclairer un peu plus. Derrière ce mur du chaos, ce sont bien les éternités aveugles, et donc le reste du multivers que nous connaissons. Les arpenteurs peuvent se téléporter entre chaque plan, en passant par cet espace méconnu grâce à leur étincelle. De l'autre côté, à l'opposé du mur du chaos, au-delà de l'arc extérieur et rougeâtre des portes, les corps célestes semblent s'éloigner plus rapidement que ce que le regard permet d'observer. Pinacle, sans technologie capable d'explorer cette partie-là de l'espace, a décrété qu'elle était infinie, et ont appelé cette frontière le mur silencieux. L'espace connu, les portes des éternités, se trouve donc entre le mur du chaos et le mur silencieux. J'ai dû prendre énormément de distance pour visualiser ce plan. Faites confiance à votre imagination. Elle vous guidera. Revenons maintenant au système soterran et les planètes qui l'entourent. Ces planètes sont nombreuses et uniques, chacune avec ses particularités, mais 5 d'entre elles se démarquent par leur taille. La première est Anouki, la plus proche de Sotera. Planète aride et stérile, Anouki n'est pas très accueillante. Les caves lui ont donné ce nom, mais elle est aujourd'hui plus connue sous le nom de Susur Secundi. Ce sont les monoïstes qui l'ont baptisée ainsi après s'y être installés, en l'honneur de la capitale de leur ordre, le grand monastère situé sur la lèvre de Susur. Ces fervents religieux ont été attirés par la proximité avec Sotera, ce qui a facilité leur objectif de la transformer en supervie. D'après leur dire,
Elle deviendrait leur millième supervie depuis la création de leur ordre. Je doute que leur vision des choses soit très saine. Elle ne met pas en avant la vie et plutôt le sacrifice, sans respect pour les autres formes de vie. Mais leur foi est impressionnante, intrigante. Et puis, grâce à elle, ils n'ont pas touché aux merveilles architecturales présentes sous la surface de la planète. Des formations et labyrinthes rocheux et sombres, desquels émane une énergie étrange. Ils ont attribué ça au plan de leur messie, l'immortel chuteur. Je pense qu'elles sont l'œuvre d'une ancienne civilisation depuis longtemps disparue. Je m'y suis attardé maintes fois, perdant toute notion de temps, errant dans ces méandres rocailleux, avec pour seul éclairage la lumière d'une étoile mourante passant au travers des failles de la planète. Magnifique. La seconde planète la plus proche de Sotera est Kavaron, planète natale des caves. Il ressemble à s'y méprendre aux caverus que j'ai observés sur Dominaria, si ce n'est qu'ils sont plus évolués, je dirais. Difficile d'imaginer les bêtes féroces de la Yavimaya capables de parler et de communiquer avec d'autres espèces et se balader en vaisseau spatial. Et pourtant, ce multivers ne cesse de me surprendre. Après avoir calculé la fin de vie de Sotera, et donc sa transformation en supernova, les caves ont drastiquement augmenté le rythme de leur mine de moxite, minerai primordial pour le déplacement spatial. Malheureusement, leur projet minier fut trop intense pour la planète, la déchirant de l'intérieur. Depuis, elle s'effondre petit à petit. C'est grâce à l'intervention des monoïstes et leurs sécars que Kavaron a vu son espérance de vie augmenter. Les caves nommèrent l'hémisphère qui s'effondre Kavaron qui est. C'est devenu un orage gravitationnel tourbillonnant de débris cosmiques, allant de nuages de micrométéorites à la chute de morceaux entiers de continents partant à la dérive. Malgré le danger évident, j'y ai observé bon nombre d'aventuriers téméraires et d'autres chasseurs de trésors à la recherche d'objets précieux dans cette partie perdue de la planète. L'appât du gain repousse les limites de ces gens-là. Certains d'entre eux n'hésitent même pas à se battre contre les équipes caves dédiées au rapatriement des biens précieux appartenant à la culture cave, alors que d'autres se rabattent sur les minerais de moxite qui coulent dans l'espace comme le sable dans un sablier. Pour ma part, je me contente d'admirer ce spectacle unique d'une planète qui se désagrège inlassablement, comme un pissenlit qui perd ses capitules au gré du vent. Le second hémisphère, et le plus peuplé, a été appelé Kavaron avant. Étrange mais compréhensible nom, car ce n'est qu'une question de temps avant qu'il ne devienne Kavaron qui est. Les caves sont des êtres pragmatiques, se fiant essentiellement à leurs ressentis. Ils sont préparés à voir disparaître leur monde natal. Kavaron avant est le foyer des nombreux caves à ne pas encore avoir trouvé un foyer sur une étoile proche. Ils sont organisés autour de l'Empire fédéral cavaronique, qui est le seul gouvernement cave, et ont pour ancienne capitale Vue. Ancienne car c'est une cité en pleine migration. Mais elle reste un des meilleurs endroits pour admirer les installations caves récupérées entre autres sur Kavaron qui est. Des artefacts et pièces d'art en tout genre, jusqu'à des monuments, voire des citadelles entières. Vue est un vrai musée vivant, ponctué par le déplacement incessant des vaisseaux de la MMK, la marine de la mémoire cave, qui acheminent les trésors du passé cave vers leur nouveau foyer. Comme je l'ai dit, Kavaron est une planète condamnée. Les caves ne font que la maintenir en vie, gagnant du temps afin de trouver un nouveau foyer et de sauver le plus de reliques possible. Ils ont d'ailleurs construit dans ce but une infrastructure monumentale, le Duranu, ou Anneau Mordren. Il s'agit de la dernière ligne de protection contre l'absorption gravitationnelle de Kavaron qui est. Mais elle commence à montrer des signes de faiblesse. La prochaine génération de caves ne posera pas les pieds sur Kavaron. Je leur souhaite de trouver un nouveau foyer, à Sotera ou ailleurs aux portes des éternités. La troisième planète que je veux aborder avec vous est Evendo. Elle tourne en orbite à l'opposé de Kavaron, et les explorateurs caves l'ont, à leur grande déception, délaissée, pensant qu'elle n'était qu'un monde froid et glacial. Mais elle cachait un secret. Les Humédiens, un peuple terrasymbiotique provenant d'un système lointain, y ont largué un vaisseau semence, sa couvée attendant patiemment que les conditions parfaites soient réunies pour pouvoir éclore.
conditions qui se présentèrent lorsque Khavarankié commença à s'effondrer et à envoyer des morceaux de planètes sur la surface gelée d'Evendo. La glace dégela à certains endroits, réchauffant petit à petit l'atmosphère. Et les premiers Humédiens se réveillèrent de leur hibernation millénaire. Ils débutèrent sans attendre leur mission instinctive, sculpter Evendo à leur image et sculpter leur image à celle d'Evendo. Les Humédiens sont un peuple adaptatif avec un fonctionnement de ruche. Plus les générations passent, plus ils sont adaptés à leur monde, tant dans leur forme que dans les capacités qu'ils vont développer. Et tout comme les caves m'ont fait penser aux caverus, je ne peux m'empêcher de voir dans les Humédiens une forme évoluée des slivoïdes. À l'exception que les Humédiens possèdent une individualité, contrairement aux slivoïdes. Les habitants d'Evendo sont animés par un but instinctif commun, mais n'en restent pas moins des individus conscients et pensant par eux-mêmes. Et bien sûr, les Humédiens ne chassent pas tout ce qui bouge et qui n'est pas humédien, ce qui en fait un peuple bien plus accueillant. Les années passèrent et Evendo devint un monde vibrant de vie malgré la présence encore tenace de la glace sur la majeure partie de la surface. Mais l'on peut d'ores et déjà avoir un aperçu de ce qu'Evendo peut devenir si les Humédiens sont laissés tranquilles dans leur terra-symbiose. Un monde merveilleux, des forêts d'arbres géants perçant l'atmosphère ponctuée de lacs, rivières et océans, à condition de s'occuper des bêtes titanesques prisonniers de la glace. La 4e planète se nomme Adagia et se pose en tant que bastion de la compagnie libre de l'étoile solaire, représentant le Palatinat céleste. C'est un monde à la merci des vents puissants et constants qui ont modelé la surface. La faune et la flore se sont adaptées à ce climat si particulier, prenant des formes aérodynamiques ou vivant et se déplaçant au ras du sol. Les colonisateurs venus d'ailleurs, comme la compagnie libre, se sont installés dans les régions les moins venteuses et utilisent à bon escient cette puissance primordiale grâce à des constructions et des technologies utilisant la force du vent. L'atmosphère sur Adagia est fine et froide, rendant la respiration difficile pour les humains, la principale espèce représentant la compagnie libre. Ils peuvent y survivre sans équipement particulier, mais risquent des complications emboliques et pulmonaires dues au manque d'oxygène. Cela ne les empêche pas d'explorer et d'installer des campements un peu partout sur la planète. La richesse et la diversité de la nature sur Adagia en fait un terrain idéal pour les entreprises agricoles et pharmaceutiques du Palatinat. À eux d'esquiver les créatures natives d'Adagia, celles qui se sont adaptées aux conditions de la surface, et celles bien plus grandes qui sont restées plus haut dans le ciel. Le fonctionnement du Palatinat céleste ressemble à de nombreux cultes à travers le multivers. C'est une organisation multi-espèces qui, à l'opposé des monoïstes et de leurs supervides qui agissent pour se rapprocher d'Inévita, soit l'inévitable fin promise de l'univers, le Palatinat essaye de les en empêcher en revitalisant les supervides grâce à des armes de réanimation d'étoiles colossales, les javelots d'horizon. Ils vénèrent la grande cosmocordance par le biais d'une boussole vivante et prophétique appelée la synthèse éblouissante. Il s'agit avant tout d'une doctrine visant à récompenser le comportement de chacun. Suivre le chemin vertueux indiqué par ce compas perfectionnera et améliorera la synthèse, et donc augmentera le statut et le niveau de vie de ses fidèles. Les uns comme les autres, aveuglés par leur foi dans une entité pseudo-cosmique, ne respectent ni n'acceptent ceux qui ne croient pas en leur dogme. Il faut croire que les incarnations à but d'évolution passent toutes par cet apprentissage, tout comme j'y suis passé dans une vie antérieure, jusqu'à ce que je comprenne que la foi est concentrée vers l'intérieur de soi, et non vers l'extérieur. La vie et son cheminement est fascinante. La synthèse éblouissante voit ses origines étroitement liées aux astélies. Ces êtres sont comme des réincarnations de mana pure provenant des restes d'étoiles consumées par les supervides. Alors que les premiers astélies fuyaient l'inexorable avancée des monoïstes, ils se réfugièrent sur des étoiles où ils pourraient prêcher leur enseignement, mais aussi prévenir et préparer les habitants à l'arrivée des vaisseaux monoïstes et leurs sécars. Ce sont ces enseignements qui sont encore aujourd'hui des piliers de la foi du Palatinat, même s'ils préfèrent garder ce secret pour eux. La compagnie libre de l'étoile solaire en particulier voit dans les astélies les figures sacrées de leur foi.
ce que je peux comprendre. Les astélies ont une apparence angélique, des ailes et un corps éthéré, un mélange de poussière d'étoiles et de pur mana, de la lumière à l'état brut. À la place des chevaliers du Palatinat, j'aurais moi aussi suivi les astélies les yeux fermés. Ce qu'ils en ont fait sur le long terme, ce n'est pas à moi de juger. Et pour terminer ce tour d'horizon du système de Sotera, je vais vous parler d'Utros, le géant Utros. Une planète titanesque en termes de taille, fréquentée comme une station d'accueil du système de Sotera et pourtant cachant d'innombrables secrets dans ses profondeurs. C'est une boule de gaz encerclée par des douzaines de lunes, mais aussi des stations d'approvisionnement ou encore des raffineries de bauxite. Au sein de sa haute atmosphère accueillante bercée d'une lumière saphir, beaucoup de vaisseaux s'y arrêtent pour faire le plein ou échanger ce qu'ils ont récupéré sur d'autres planètes. Tout cela entre les va-et-vient de baleines cosmiques et d'autres impressionnantes créatures qui dérivent à travers les différentes couches de l'atmosphère. Mais dans les profondeurs, c'est un autre spectacle. La pression y est si élevée que seuls les Ilvoy peuvent s'y aventurer. Il pleut du diamant sur des continents de gaz hyper compressés et des horreurs adaptées à ces conditions fouillent les carcasses des mastodontes rejetés de l'espace. Des rivières, qui ne sont pas faites d'eau mais d'hydrogène et d'hélium métallique, creusent des vallées dans les montagnes scintillantes de glace ammoniaquée et méthanique. Sans oublier les grandes guivres qui s'y cachent, prêtes à dévorer le moindre survivant. Dans cet enfer bleuté, le combinat d'Utros a construit un complexe d'études sur les nouvelles technologies d'ingénierie atmosphérique. Comme vous vous en doutez, les Ilvoy ont d'autres projets et cette inaccessibilité leur convient parfaitement. Les Ilvoy sont des êtres évolués ressemblant à des méduses, et notamment aux céphalides présents sur Dominaria. Une nouvelle similarité avec ce plan légendaire. Hasard? Coïncidence? Je ne crois ni à l'un ni à l'autre. Leur physiologie gélatineuse est adaptée aux contraintes d'Utros et leur a permis de développer des capacités ésotériques étonnantes. Ils arrivent notamment à sculpter le gaz en structures solides et palpables. Il n'est pas beaucoup question de magie à Sotera, mais c'est ce qui s'en rapproche le plus. Au sein de leur combinat, le personnel Ilvoy est divisé en 3 sections distinctes. L'administration, la recherche et le développement, et la sécurité. La branche administrative est celle qui a le plus de contact avec le reste du système de Sotera. Il s'occupe des échanges et des relations avec les autres peuples, communiquant grâce à des petits robots qui traduisent discours, intonations et mimiques aux autres humanoïdes. Ce sont aussi les administrateurs qui maintiennent en bonne marche les installations tout publiques dans la haute atmosphère d'Utros, ainsi que les partages culturels Ilvoy. Si vous croisez un de ces êtres lors de vos déambulations spatiales, il y a de grandes chances que ce soit l'un d'eux. Mais ne vous attendez pas à échanger avec un membre haut placé dans la hiérarchie. Cela reste dans les profondeurs d'Utros. La branche de la recherche et du développement est, comme son nom l'indique, concentrée sur les avancées technologiques, ésotériques et spirituelles. Il reste pour la grande majorité non loin du combinat, et il est difficile d'en apercevoir ailleurs, malgré qu'ils soient les plus nombreux. Enfin, les Ilvoy spécialisés dans la sécurité sont là pour dissuader les potentiels espions de visiter trop aisément le combinat, mais aussi pour protéger les installations Ilvoy dans la haute atmosphère. Une espèce secrète et intrigante, qui possède un savoir et une culture qui titillent ma curiosité. J'ai hâte de passer un peu plus de temps à les observer. Utros est la planète la plus éloignée de Sotera. Pourtant, son orbite ne marque pas l'extrémité du système. Cette fonction est remplie par le mur de Guivre, qui est une ceinture d'astéroïdes. Une fois passé cette zone, vous n'êtes plus dans le système soterran. Ce nom a été donné à cause de la présence des grandes Guivres, créatures titanesques et ancestrales, et porteuses d'une grande sagesse. Entre ce mur de Guivre et l'orbite d'Utros, une autre couche est identifiée, celle du jardin d'Apéron. Considéré comme un cimetière de navires spatiaux, il émane une énergie fantomatique de cette strate. Peu de capitaines s'y aventurent, et les plus téméraires n'en reviennent pas.
Mais ce n'est pas le plus inquiétant. Le jardin est en mouvement et resserre son étau vers Sotera. Y a-t-il un but derrière tout ça? Est-ce qu'un cerveau dirige cette entité? Personne ne sait. Mais le jardin bouge. Nous arrivons vers la fin de mon premier voyage sur ce plan. Pour terminer, je tiens à vous parler des Drix. Ce peuple millénaire et mystérieux a été primordial pour les avancées technologiques de Pinacle. Sans eux, pas de colonne d'éternité. Ces structures de plusieurs kilomètres de long permettant aux vaisseaux qui s'ancrent à elles de se déplacer dans l'espace plus vite que la lumière. Ils ont amené la compréhension de l'espace situé derrière le mur du chaos, qu'ils appellent le Weft. Ils sont d'ailleurs capables de s'y déplacer librement, pouvant effectuer comme une téléportation à travers cette strate parallèle. Pourquoi je tiens à vous parler d'eux? Parce qu'ils sont, je pense, une des clés de connaissance sur certains secrets du multivers. Ils ont en effet été des alliés des Fomori, il y a des milliers d'années, lors de leur conflit face aux grands dévoreurs, les Eldrazi. C'est grâce à un artefact datant de cette époque qu'ils ont développé le preste-pas, comme je m'amuse à appeler leur capacité de se mouvoir dans le Weft. Cet artefact, la fabrique de tout être, est supposé contenir le destin de chaque chose. Ils arrivent notamment à anticiper la mort prochaine des étoiles, mais aussi de déceler et d'éliminer les futurs Eldrazi potentiels avec pour but de ralentir, voire de prévenir leur retour. Tout cela n'a pas manqué d'attirer l'attention d'une figure connue dans le reste du multivers. Un certain Tézéret, guidé par son bras droit Ilvoy, Ménon, a enfin l'occasion de s'exprimer pleinement. Plus de dragon ancestral, plus de mère des machines. Celui qui se fait appeler l'homme de métal est prêt à manigancer et à manipuler. Lui aussi est intéressé par les connaissances des Drix, et je ne manquerai pas d'observer ses agissements. À bonne distance. J'espère que cet aperçu succinct de cet univers aura fait vibrer votre imagination. Pour ma part, je m'en vais continuer d'observer des fragments de vie sur le système de Sotera, attendant patiemment l'appel de nouveaux pèlerinages.